Bonsoir à tous. Dans le cadre de nos soirées de présentation du MPH 14, nous avons ce soir une présentation sur le sujet du sport et du handicap. Alors, je suis personnellement responsable des clubs de sport du 14e. Dans le cadre de l'OMS 14, il y en a une centaine, donc c'est vous dire que ce sujet est important pour tous ces clubs et que c'est une des raisons qui font que je suis là aujourd'hui pour vous présenter cet aspect-là. Et nous avons autour de cette table alors une personne qui manque, qui s'appelle Riyad Salem, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Riyad est un incontournable, j'allais dire, du handisport. C'est un acteur très pointu et très volontaire de ce que nous essayons de faire dans ces domaines-là. Il a créé l'association CAPSA, qui à la fois s'occupe de sport mais d'éléments de culture et qui est extrêmement présente sur tous ces secteurs-là. Et il est aujourd'hui membre du conseil d'administration de Paris 2024, où il a été adoubé, si je puis dire, en tant que représentant de la société civile. C'est dire que c'est la société civile, donc c'est le handicap et la société civile qui sont présentés à travers lui au sein de Paris 2024, sujet auquel il s'est attaché depuis longtemps. Il travaille beaucoup sur le paralympisme, il est un champion très connu. J'ai ici aussi Bruno Henbel. Bruno Henbel est le président pour l'Île-de-France de la Fédération française de sport adapté. Il va nous parler un peu de cette activité-là et de la façon dont, quelque part, on peut essayer de développer des choses et d'offrir des possibilités d'accès à travers ce qui se passe dans ce cadre-là. Alors, j'ai aussi Sandra Harrar. Sandra Harrar est une spécialiste, une personne qui est de haut niveau sur le sport en fauteuil et le football en fauteuil. Elle a une expérience extrêmement intéressante dans la mesure où, non seulement elle a une expérience française, mais elle a une expérience argentine. Et vous savez qu'on a tendance à dire, parfois à juste titre, qu'en France, on est parfois en retard sur ces sujets-là. Et j'aimerais savoir ce qui se passe en Argentine pour essayer de s'en inspirer ou de réfléchir sur les façons de mieux aborder le problème. J'ai Vincent Lassalle, qui est au bout de la salle d'ailleurs, c'est une mauvaise astuce, excusez-moi, on a dû la lui faire très souvent, et qui est le responsable pour Paris de la Fédération française de handisport. Donc je reviendrai sur ces sujets quand on leur passera la parole. Je voulais simplement vous dire une chose, voilà, pour tous, la pratique sportive c'est un droit, c'est une source d'épanouissement efficace. Et aujourd'hui, nous avons tous souffert parce que les 18 mois qui viennent de s'écouler ont rendu cette pratique très difficile, en sachant malgré tout que pour les personnes handicapées, il y a eu des dérogations particulières qui auront permis d'utiliser les dispositifs de sport en salle qu'on ne pouvait pas faire pour les autres. Donc, quelque part, il y a eu un égard spécifique et j'en remercie ceux qui en sont responsables. Le sport est reconnu en tant que facteur d'insertion et d'intégration sociale et les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale, de sources d'engagement et d'épanouissement personnel. Il est acquis que peu de personnes handicapées pratiquent de manière régulière une activité physique et sportive dont les effets positifs sont pourtant régulièrement démontrés. Lutte contre les effets de la sédentarité, contre les risques accrus d'obésité, amélioration de la mobilité, diminution de la prise de médicaments, sentiment de vivre son corps de manière positive et d'en avoir une meilleure perception. Donc tous ces sujets-là font que si le sport est utile pour tous, il l'est plus particulièrement encore pour des personnes qui ont certaines contraintes qu'il faut essayer de contrecarrer en le développant par la présence sportive et notamment par la confrontation avec d'autres, parce que je pense que c'est un des sujets aussi que j'espère on va traiter un petit peu, c'est comment on fait pour faire en sorte que les personnes handicapées pratiquent du sport aussi quand c'est possible avec des personnes qui ne le sont pas. On compte 12 millions de Français en situation de handicap, dont 2,7 millions qui disposent d'une reconnaissance administrative de leur handicap. Donc si on part de cet aspect-là, on peut se dire, il y a une étude sport et handicap qui a été faite et qui dit que 70% des personnes handicapées interrogées se disent intéressées par le sport. C'est quand même important. Et 90% pensent qu'il est essentiel ou important de pratiquer une activité physique. La même étude montre également qu'en dépit de cette volonté, de nombreux éléments de l'écosystème sportif rendent encore la pratique sportive difficile pour les personnes handicapées. 48% des personnes handicapées ne pratiquent pas d'activité physique et sportive, ce qui est beaucoup. La moyenne de la population générale est de l'ordre de 30%. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence. Je crois même que ces chiffres pourraient être un peu plus écartés encore.
Si on réfléchit, et je vais aller très vite maintenant pour passer la parole quand même à nos invités, il y a une stratégie nationale sport et handicap 2020-2024 qui a été rédigée et dont je voulais vous donner les axes. Le premier axe, c'est favoriser et faciliter l'accès à une pratique physique et sportive, avec un premier aspect qui est informer et sensibiliser. Ça veut dire, on veut développer le parasport, c'est-à-dire la publicité, l'importance du rayonnement du sport dans les médias notamment, et on veut essayer de renforcer le sport dans le cadre des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, en renforçant les partenariats éducatifs associant les acteurs sportifs présentant une offre de proximité. Donc c'est un sujet qui est fondamentalement un sujet qu'il faut essayer de développer et dont je pense qu'on est encore sous une forme relativement embryonnaire sur ce qui est fait. Le deuxième axe, c'est développer et structurer une offre de pratique adaptée aux besoins. Donc c'est permettre l'accès à la pratique sportive, c'est un sujet sur lequel je voudrais qu'on revienne. Ça veut dire accessibilité, ça veut dire équipement adapté, ça veut dire environnement social, ça veut dire transport. Donc tous ces sujets, il est nécessaire qu'on regarde et qu'on les fasse bouger. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors il y a à cet égard une création d'un guide général dématérialisé qui existe. Franchement, je suis allé le voir, il est très insuffisant. Je n'en dirai pas plus, mais si on veut, à travers ça, savoir où on peut pratiquer le sport pour des personnes handicapées, je pense qu'on ne le saura pas facilement, et donc il faut qu'on s'améliore sur cet angle-là. Le deuxième aspect dans cet objectif de structurer une offre de pratique, c'est favoriser la mutualisation, le réemploi du matériel technique. Je pense que c'est un bon sujet. C'est garantir l'accompagnement des acteurs et le soutien au projet de développement de la pratique sportive. Et c'est accompagner, et là je me tourne vers ceux qui sont ici aujourd'hui, à y appuyer la reconnaissance des fédérations spécifiques, notamment au regard de leur expertise sur la pratique des personnes handicapées et valoriser les liens interfédéraux. Voilà. Donc le dernier point qui est celui qu'on va essayer de traiter, c'est développer et mieux faire connaître la pratique et l'offre des pratiques. Donc c'est informer, sensibiliser, former les acteurs et essayer d'aider les aidants, parce que c'est un sujet dans lequel, pour pouvoir avoir une véritable démarche, il faut que les aidants soient intégrés à cette démarche. Donc c'est aussi un sujet qu'on va essayer de traiter. Voilà, on peut parler de plein de choses. L'axe 3 qu'on n'a pas on va pas évoquer, c'est améliorer la performance française aux Jeux paralympiques. Alors j'aurais voulu, d'ailleurs à cet égard, ouvrir cette séance en vous disant que Stéphane Houdet et Nicolas Peffer à Roland-Garros avaient gagné le double de handi-tennis. Ils ont perdu en finale, mais Stéphane Houdet, qui a perdu aussi en demi-finale des simples, est quelqu'un qui a gagné 2 fois Roland-Garros. C'est dire qu'on se plaint quand même qu'au plan sportif, il y a du recul. C'est vrai, mais je pense qu'on y trouvera des réponses, parce qu'on a quand même des juniors qui sont pas mauvais. Mais c'est vrai aussi que le handisport n'a pas tout à fait la place qu'il mérite. Et croyez-moi, si vous allez regarder un sport de handi-tennis, c'est remarquable. Et ça n'est pas un sous-tennis, c'est un différent tennis. Et je crois que, quelque part, c'est cela que je voudrais qu'on essaye de faire vivre. Et c'est un des sujets sur lesquels j'espère qu'on va s'attarder un petit peu. Alors, Riyad Salem n'est toujours pas arrivé, je sais qu'il va être un peu en retard, mais on va donner la parole à Sandra, qui va nous parler un peu de son expérience, parce que l'un des vrais sujets, c'est quand on veut faire du sport et qu'on a un handicap quelconque, c'est pas très facile de trouver des solutions. Il faut se battre, il faut fondamentalement l'avoir bien chevillé au corps pour être sûr qu'on y arrive. Donc je vais lui laisser nous parler de son expérience, à la fois dans sa démarche vis-à-vis du handicap, du handisport, pardon, et depuis ses expériences, notamment ce que je vous ai évoqué sur sa caractéristique de sportif de haut niveau en football et sur son expérience argentine. Voilà, Sandra, merci. À vous. Donc voilà, je me présente, Sandra Harard, 37 ans. J'ai donc un handicap moteur qui est une maladie rare et qui touche les os et les articulations, donc qui limite un petit peu mes déplacements. Dans mon adolescence, j'ai donc été intégrée dans des structures, donc Paris 15e, où j'ai eu la chance de découvrir donc différentes disciplines handisport. Et très rapidement, je me suis rapprochée du foot fauteuil, qui était quand même pour moi la discipline qui me correspondait le plus, de par l'activité elle-même et son accessibilité aussi. Donc ces 2 points étaient réunis pour que je commence à pratiquer du foot en fauteuil. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant 20 ans que j'en fais. J'ai été en sélection groupe France. Pardon, excusez-moi. C'est ma faute. J'ai également joué dans différents clubs de la région parisienne.
Et donc, il y a 4 ans de ça, j'ai eu l'opportunité de développer le foot en fauteuil en Argentine. Donc, j'ai tout de suite accepté l'opportunité, ce qui était assez incroyable. L'objectif était vraiment de partir de zéro pour développer une discipline dans un pays où clairement l'accessibilité est un tout autre débat encore que le nôtre et l'accès aux soins est encore tout autre que le nôtre. Donc pendant 2 ans, j'ai pris grand plaisir à développer ce sport en Argentine. Et de là, c'est vrai que je me suis rendu compte que quitte à le développer pour un pays étranger, j'avais vraiment envie de devenir actrice et non plus simple consommatrice. Donc j'ai commencé petit à petit à devenir coach. À mon retour en France, via le Covid, je suis rentrée un petit peu de façon précipitée, mais j'ai eu donc cette grande volonté de travailler avec le comité handisport 75. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai travaillé avec Monsieur Lassalle depuis quelques mois maintenant en tant que vice-présidente et responsable du sport féminin. Donc en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que en étant sportive, que ça soit d'un point de vue acceptation du handicap ou sociabilisation, c'était vraiment extrêmement important. Moi, je me suis retrouvée donc, grâce au handisport, à accepter davantage mon handicap et à aller travailler dans un pays étranger, apprendre une nouvelle langue, chose qui, clairement, je ne me serais pas spécialement cru capable à 15 ans. À 15 ans, avant la découverte du handisport, j'étais plutôt une personne qui n'avait pas spécialement confiance en moi, plutôt timide, introvertie, et vraiment, à travers le sport et à travers les années de pratique, les différentes rencontres et tous les moments de partage, j'ai enfin pu m'épanouir en tant que femme à part entière et non plus en tant que personne en situation de handicap. Ce qui a été quand même un énorme pas pour moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas plus important que de transmettre ça et d'aider les différentes structures à mettre en place. Parce que c'est vrai que comme ça paraît simple, mais la pratique du handisport, c'est tout un tas de thèmes à aborder. Beaucoup de personnes ont besoin de tierces personnes, comme vous disiez. Le transport est aussi une grande thématique. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de favoriser un petit peu tous ces pôles pour favoriser la pratique handisport pour tous. C'est vrai que la petite différence avec le comité, c'est que j'ai l'opportunité de développer toutes les disciplines et pour moi, c'est vraiment important de ne pas m'intéresser qu'à mon sport parce que peut-être que moi, j'aime le foot fauteuil, mais que vous aimez d'autres disciplines et je pense que c'est tout aussi important de favoriser la pratique. Donc, si Vous avez le sentiment que, quelque part, parce que moi, personnellement, j'ai vécu dans une dizaine de pays au monde, et on s'aperçoit souvent que sous ces angles-là, on n'est pas tellement en avance. Est-ce que vous avez l'impression que, quelque part, ça évolue, que les choses vont dans le bon sens, et avez-vous des recommandations à faire qui seraient intéressantes pour nous tous, je dirais que pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est sûr que comparé à l'Argentine, l'accessibilité des transports en commun est quand même bien plus respectée en région parisienne et en France, mais il y a encore énormément de travail. C'est-à-dire que il faut encore arriver, par exemple, pour aller en entraînement, moi j'habite Malakoff, mes lieux d'entraînement c'était Nanterre, j'avais 1 heure et demie de transport avec des RER, où il fallait en effet demander l'accès avec une rampe, etc. Ce qui est quand même une problématique. Certaines personnes en situation de handicap sont bien trop timides ou n'ont pas envie de déranger au quotidien. Donc c'est vrai qu'il faudrait que ça soit encore bien plus simple que ça. Je pense que le modèle de l'accessibilité, ça reste le tramway. Parce que pour le coup, on a besoin de personnes, pas d'accessibilité, pas de problème de panne, pas de problème de... Enfin, ce genre de choses est complètement respecté pour le coup avec le tramway. Après, effectivement, il y a quand même la PAM qui permet d'accéder aux activités sportives. Mais c'est vrai que ça devrait encore progresser, entre guillemets, à ce sujet-là, parce que la PAM favorise les déplacements pour l'emploi, mais pas encore les déplacements pour les activités sportives, malheureusement. On va passer peut-être à Vincent, déjà dans un premier temps, Vincent Lassalle. Donc Vincent Lassalle est responsable pour Paris de la Fédération française de handisport. Il est toujours, d'ailleurs, je pense, formateur également au sein de cette fédération. Et personnellement, je ne fais qu'à me louer des contacts qu'on a eus avec Vincent pour essayer de faire en sorte que certains de nos clubs, dans le 14e arrondissement, puissent bénéficier d'une formation particulière, parce qu'on ne se décrète pas un entraîneur de personnes qui ont un handicap particulier. On doit comprendre, on doit cheminer avec eux et on doit fondamentalement, ne serait-ce que par simple respect,
faire en sorte que quelque part on leur apporte une réponse adaptée. Donc, je passe la parole à Vincent. Oui, bonjour. Nous avons ici un club qui représente exactement la démarche qu'il faut entreprendre. Je pense à la JAM, le président est là, et puis il y a Christian qui sont là. On bosse avec eux, et donc c'est un club valide que vous connaissez tous, avec énormément de licenciés, qui a ouvert une section sport adapté et qui s'est lancé aussi dans le handisport. Et ils ont fait un chemin qui est exemplaire. Et bon, tout à l'heure, j'espère que vous pourrez témoigner, parce qu'ils ont vu qu'il y a eu la générosité, et puis au-delà de la générosité, il y a la difficulté qui arrive. Par exemple, ils ont ouvert une section d'athlétisme pour des personnes non-voyantes. Il faut que ces personnes puissent arriver au stade. Première difficulté. Il faut trouver des guides. Deuxième difficulté. Et donc, ils ont fait le chemin, et je crois que vous avez la chance dans cet arrondissement d'avoir ce club qui pourra très très bien servir de père facilitateur aux autres clubs qui veulent se lancer. Puisqu'il y a ce qu'on appelle un programme au niveau de la ville de Paris qui s'appelle les clubs para-accueillants. Le club para-accueillant, c'est un club valide qui va créer une section handisport. Et donc, on a créé une cellule, le sport adapté, la Fédération française et le comité départemental handisport, pour venir aider ces clubs à créer leur section. Tout le monde a un cœur gigantesque et je pense qu'il y a plein de clubs qui veulent s'occuper des personnes en situation de handicap, mais après, c'est difficile. Et donc, nous, on sera là pour montrer les difficultés, pour essayer de les surmonter ensemble, pour trouver des moyens pour les surmonter en termes d'aménagement de matériel, d'adaptation, mais aussi en termes d'accompagnement humain, parce que si on fait venir une personne en situation de handicap et puis derrière, très vite, la lumière s'éteint parce que la structure n'est pas suffisamment prête, c'est ce qui s'est passé après les Jeux paralympiques de Londres, où il y a des tas de personnes en situation de handicap qui ont voulu faire du sport, et donc ils se sont inscrits par centaines de milliers. Et puis après, ils se sont aperçus que les structures n'étaient pas adaptées, et donc il y a eu un reflux gigantesque. Donc essayons pour Paris 2024 de ne pas être là-dedans, il faut créer des structures. Après, tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de structure sur Paris, il en existe. Je crois que quand vous recevez une personne en situation de handicap, il faut essayer de construire quelque chose à proximité de chez elle, c'est l'idéal, mais il existe aussi des choses. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à dépasser l'arrondissement pour la personne. Si le club il est juste de l'autre côté de l'arrondissement, voilà, donc je crois qu'il faut aussi avoir cette générosité d'esprit, cette ouverture, de ne pas penser uniquement pour soi, mais de penser pour la personne. Il y a des solutions qui existent. Personnellement, moi, le comité départemental handisport, on sera tout à fait à l'écoute de votre arrondissement pour venir dialoguer avec les clubs, pour essayer de trouver des solutions avec eux, parce qu'il en existe, et puis nous, maintenant, on commence à avoir fait le chemin, peut-être en compagnie de nos amis de la JAM qui seront là pour témoigner que ça marche. Ça marche. On était la semaine dernière à un entraînement de la JAM où il y avait 5 personnes déficientes visuelles qui venaient de centres, pas obligatoirement de l'arrondissement, et il y avait des guides. Ils ont réussi à mobiliser, donc il y avait 6 jeunes guides qui étaient là, et un entraînement formidable, quoi. Et donc, ils pourront témoigner de ça, parce que si vous créez une section handisport ou sport adapté dans un club, il faut prévoir l'encadrement. Il faut prévoir des bénévoles. Il faut prévoir des tas de choses. Et il faut, ça a été dit tout à l'heure dans la présentation, il faut que chacun s'y retrouve. Quel est mon intérêt à moi, Vincent Lassalle, président d'un département, de venir impulser ça? Quel est l'intérêt de la personne en situation de handicap? Quel est l'intérêt du bénévole? Quel est l'intérêt de la mairie du 14e? Il faut que tout le monde mette sur la table ses intérêts et que chacun s'y retrouve. S'il y a des perdants dans cette chaîne de solidarité, ça ne marchera pas. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais moi je suis, bon, c'est vrai que je suis formateur handisport, mais je suis aussi formateur à l'école d'éducateurs de Montrouge, et que il y a aussi, voilà, il y a une manière de faire passer les choses. Donc je suis vraiment à votre disposition, à la disposition de clubs qui vous solliciteraient, qui ont l'envie de créer une section handisport, et je me rends disponible tout de suite avec mon équipe, puisque maintenant j'ai une salariée dans le département, comme je le fais avec la JAM. Hein, donc, mais servez-vous de ce club, parce que c'est vraiment un point fort de votre arrondissement. J'aurais juste une question pour toi, et après on va passer la parole à la JAM, ce sera intéressant d'avoir un petit éclairage sur leur expérience. Mais Montrouge, c'est pas loin, c'est juste nos voisins, là. Autrefois d'ailleurs, le 14e, c'était une partie de Montrouge. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on essaye de voir dans ce qu'on peut découvrir, dans ce qui se passe à côté. Et s'il y a moyen de créer un lien
avec des clubs de Montrouge, avec une démarche qui à Montrouge a prouvé son efficacité. Moi, j'y crois. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est important, quelque part, c'est de savoir exactement comment on procède. Une personne qui n'a pas l'habitude, qui arrive dans un endroit, elle se dit c'est pas pour moi. Et si on ne l'aide pas à se dire que quelque part on a la possibilité de les recevoir, fondamentalement on n'y arrivera pas. Moi, je suis convaincu qu'on peut y arriver. On a fait des progrès dans cet arrondissement pour essayer d'aller plus loin. Et notamment, il y a des sujets d'accessibilité, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qu'il faut essayer de mettre en avant et de trouver des réponses. J'ai entendu d'ailleurs, mardi dernier, il y avait une réunion dans laquelle on a parlé d'accessibilité et j'ai compris que la ville de Paris était prête à mettre des moyens pour faire en sorte que cette activité soit en fort progrès. On en est encore loin, pour être très franc, mais moi j'y crois, je ne demande qu'à faire. Ensemble, on va regarder, on va créer des priorités. Nous sommes, au Conseil local du handicap, dont les représentants sont ici aussi, on essaye de réfléchir à ces aspects-là sous tous les angles, mais plus particulièrement pour la partie sportive, il y a beaucoup à faire, et c'est comme ça, fondamentalement, qu'on va avoir des gens qui vont tous se retrouver ensemble dans la communauté du sport. Parce que c'est ça, en fait, retrouvons-nous tous pour faire des choses ensemble. C'est comme ça qu'on construit une société et c'est comme ça qu'elle évolue. Mais pour donner un exemple, il faut faire exploser de temps en temps les limites. La ville de Paris a des centres indigènes. C'est-à-dire, ça serait bien que vous connaissiez ce dispositif. Il y a des centres indigènes pour les jeunes déficients visuels, pour les jeunes sourds. Il y a 2 centres, il y a 2 piscines qui, le mercredi après-midi, accueillent les personnes handicapées moteurs. Je parle de handicap moteur. Après, tout à l'heure, mon homologue parlera du sport adapté. Et donc, puis il y a aussi 2 centres, le centre Saint-Jean-de-Dieu et puis le centre Plajol, qui accueillent des jeunes handicapés moteurs et donc pas sensoriels. Ces dispositifs, au départ, c'était 7-14 ans. Mais très vite, la ville de Paris, je leur ai expliqué que, bon, on est maintenant sur un 7-22 ans. On ne va pas refuser quelqu'un qui a 21 ans parce que, voilà, on a fait exploser aussi le périphérique. S'il y a un jeune qui est juste de l'autre côté du périphérique, on n'allait pas lui dire « tu ne peux pas venir ». Et donc là, la ville de Paris, après négociation, a accepté qu'on puisse accepter les jeunes qui ne sont pas exactement dans les limites. Donc, tout à fait, là aussi, il faut faire exploser un petit peu cela, mais déjà, je crois qu'il serait bien que vous connaissiez bien les dispositifs qui existent sur la ville de Paris, et pour le sport adapté et pour le handisport, de façon peut-être à conseiller à une personne ou qui a un enfant handicapé, tiens, il peut quand même pratiquer. Est-ce qu'il y a moyen justement de diffuser un petit peu cette connaissance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui existent, elles se développent, et tant mieux. Il y a encore beaucoup à faire. Mais surtout, c'est un peu ce qu'on avait voulu faire en écoutant Sandra, c'est de se dire quelle est la démarche. Une personne handicapée, tout d'un coup, se dit je veux faire du sport, je fais quoi? Si vous allez sur le site, est-ce que je vais frapper à la porte de mon club d'à côté ou y a-t-il des dispositifs, y a-t-il des approches qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir trouver des vraies réponses? On est là pour ça. Nous, dans tous nos clubs, on essaye de plus en plus de réfléchir à ces aspects-là. On est loin d'être parfait, mais on y croit. Mais ça existe. Et on est là pour essayer d'avancer. Ça existe. Vous allez sur le site de la MDPH, très vite, vous arrivez à l'handisport et au sport adapté, et très vite, vous arrivez au comité départemental handisport, et très vite, vous arrivez sur mon numéro de téléphone. Voilà, en 3 clics, vous y êtes. Et sur le site de la MDPH, qui est très bien fait, on a travaillé avec eux. Ça existe. Après, il y a la plaquette que j'ai vue sur un présentoir ici, qui existe. Et sur le présentoir, il y a un numéro de téléphone. Une personne qui veut pratiquer le sport, et puis nous, derrière, si c'est le basket, on a un seul club sur Paris qui fait du basket, c'est vers le CAPSA. C'est le rugby fauteuil, il y a un seul club. Donc après, nous, très vite, on envoie vers les clubs. Et tous les jours, pas tous les jours, j'aimerais que ça soit tous les jours, régulièrement, on envoie vers nos clubs. Si c'est le tennis de table, on a 2 structures sur Paris, on les envoie aussi. Si c'est l'athlétisme pour non-voyants, on a 2 clubs, le PUC et la JAM. Donc très vite, ça va. Quelqu'un qui va sur le site de la MDPH, très vite, il arrivera à la JAM, très vite. Donc ça existe. Et ça fonctionne bien. Hein. Allez voir ce site, il est formidable, on a bossé avec eux. Et s'il y a des remarques à un moment, tiens, là, ça bloque, il ne faut pas hésiter à nous le dire, et puis on travaillera avec eux. Ils ont fait un travail superbe, la MDPH. Donc voilà. Et donc ça marche. En plus de la plaquette que j'ai vue là. Très bien. Peut-être on va demander à la JAM de parler un tout petit peu de son expérience, et puis on va continuer sur le sport adapté. Il faut appuyer. Hein. C'est du sol. C'est du concret. C'est du sol. Voilà, merci. Je vais essayer de faire court
Donc, je suis Didier Cazejuste. Vous voulez que je mette là? Je suis Didier Cazejuste, le président de la JAM, Jeunesse Athlétique du Petit Montrouge. Notre siège est à Paris dans le 14e, mais on déborde de 14e, comme le disait Vincent. Et donc, mon collègue Christian Fouladou, qui est en fait la cheville ouvrière du sport adapté, du handisport. Très court, pour vous dire qu'il y a 4 ans, à la JAM, nous avons créé une section sport adapté, on en parlera tout à l'heure. Nous avons fait une première en Ile-de-France, nous avons créé un tournoi de foot pour les ESAT, 11 ESAT. Et cette année, on ne peut pas le faire malheureusement pour les raisons Covid. Mais on reparlera tout à l'heure sport adapté. Pour le handisport, alors le handisport, on s'est fait guider parce que c'est pas tellement compétent, enfin en tout cas moi, moins que les collègues. Et donc notre guide a été Vincent, le président du comité de Paris du handisport, et il nous a beaucoup aidé, il nous a donné beaucoup de temps. Et nous avons commencé par prendre des contacts. Et on a découvert en 2 ans, alors pris des contacts, des déficients visuels, on est allé dans des structures de handicapés, on est allé dans des instituts médicaux éducatifs, celui du 14e pour les jeunes sourds, on voulait pour eux faire un apprentissage de la natation. On a vu également des tétraplégiques et des hémiplégiques, et pour eux, leur proposer la sarbacane. Alors, il y a un certain nombre de nos activités qui ont été interrompues à cause de la Covid, bien évidemment, mais comme l'a dit très justement Vincent Lassalle, on est confronté à toute une série de petites difficultés, mais chaque fois, et notamment grâce à la Fédération du sport de Paris, on a pu les surmonter. Bien, trouver des bénévoles, les former, trouver des guides, s'adapter aux handicapés et à leur handicap, se préoccuper des questions d'accessibilité, aussi bien dans les transports, mais vous l'avez dit, donc je ne veux pas me répéter, que dans les lieux de rencontre. Bref, on trouve qu'on a bien progressé en 2 ans, et on remercie Vincent de nous avoir fait des félicitations, même si notre démarche est humble et modeste et qu'on a encore des ambitions pour faire mieux. Mais par exemple, pour vous dire jusqu'où nous allons, c'est que nous avons pris, par l'intermédiaire de collègues, contact avec le laboratoire de physique expérimentale de l'école polytechnique, à Orsay, sur le campus, pour être terrain d'expérimentation, la JAM, pour les déficients visuels, avec un système d'audio guide. Vous savez que quand on court avec un déficient visuel, on prend par le bras ou on prend par la main, à peu près, je ne me trompe pas. Et là, avec le laboratoire expérimental, le laboratoire de physique expérimentale de Paris, ils ont mis en place un système d'audio guide où, en fait, d'ailleurs, François Duny était présent puisqu'il a répondu aux interviews des spécialistes du journal local, en l'occurrence le journal de la mairie du 14e. Et donc, nous avons fait une expérimentation qui nous permet d'avancer. Donc, on est content parce que non seulement on a le sentiment d'être utile, mais utile aussi pour la technique et la science. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il nous faut évoluer et d'évoluer positivement. Je ne sais pas si Christian, tu veux compléter. Il faut que tu te mettes devant la caméra. Moi, je voudrais juste rajouter, par rapport au binaural, on ne t'avait pas prévenu, mais apparemment, ils vont venir aussi le 27. Ils ont amélioré encore leur truc et ils vont faire un test encore le 27, au Printemps du Sport. Et je voulais surtout dire aux clubs qui veulent prendre la suite, faire aussi du handisport ou du sport adapté, il ne faut pas être gourmand, quoi. C'est ce que m'a appris Vincent. Je veux dire, par exemple, pour faire guide, pour courir en déficient visuel, il faut un guide par personne. C'est pas comme le sport ou le foot, par exemple, il y a un entraîneur pour 15 gamins. Donc là, c'est vraiment important, il ne faut pas être trop gourmand. Vincent m'a beaucoup freiné parce que moi, j'étais parti pour avoir 100 personnes en 2 ans, mais c'est impossible, quoi. Et donc, heureusement qu'il était là pour me le dire. Et j'espère maintenant, on a parlé un petit peu avec le sport adapté, développer le sport adapté, où par contre, on travaille avec des ESAT, où on a des déficients mentaux, et on leur fait faire des parcours psychomoteurs. Voilà, mais ça s'arrête là, mais on en a une quinzaine, et on a une dizaine de personnes en e-sport, et là on va certainement faire aussi du foot marchand, bref, on a plein d'idées, voilà, j'espère que ça va marcher. Voilà, merci. Merci à la JAM. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, puis on va passer la parole également, bien sûr. Simplement, ceci est un bon exemple de ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à essayer de s'adresser à un club qui est dans leur voisinage immédiat, qui pose ces questions. Croyez-moi, la JAM, il n'y a pas si longtemps, elle a démarré. Elle n'était pas dans ces sujets-là, et elle a démarré très vite. Et fondamentalement, elle est en train d'évoluer. Moi, j'adore les entendre parce que ce sont des sujets sur lesquels il faut qu'on bouge. On va parler un petit peu du CA Paris, c'est un petit peu la même chose, d'ailleurs, pour son sujet de football. Mais
fondamentalement, on a toujours besoin d'être poussé à faire des choses. Il existe des dispositifs qui permettent également d'avoir quelques soutiens. C'est parfois insuffisant, donc je pense qu'il faudra sans doute faire en sorte que quelque part ils s'améliorent. Mais les clubs ne demandent qu'à essayer quelque part d'être mis en face de ces réalités. Dans le fond, c'est un sujet qui est un sujet global, très souvent avec le handicap, c'est-à-dire que quelque part, il y a une inquiétude mutuelle. On bouge pas parce que la personne handicapée ne sait pas où elle va aller, elle ne sait pas si fondamentalement on va répondre à son besoin. Et de l'autre côté, on a un peu peur de ne pas savoir gérer des choses qui sont un peu différentes. Mais dans le fond, c'est la même chose. Et quand on vous entend, c'est relativement simple, à condition bien sûr qu'on ait la bonne démarche, à condition bien sûr qu'on ait une formation appropriée, et à condition surtout qu'on ait de la continuité dans son action. Voilà. Donc je ne veux pas en dire plus. Je pense qu'il y a une question. Pardon, je voulais juste rebondir. Tout à l'heure, c'est vrai que vous m'aviez demandé quelle était la différence avec le développement en Argentine, et je pense que c'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que, comme vous, la JAM, en l'espace de 2 ans, on a pu développer 15 clubs, parce qu'en fait, c'était des clubs de personnes valides qui ont développé la section handisport. Et on s'est rendu compte qu'au final, c'est dans un sens bien plus facile. Enfin, ça fait peut-être peur en amont. Par contre, par la suite, le développement, il est bien plus évident parce que du coup, la structure est bien plus conséquente aussi et qu'il y a une entraide entre les équipes d'athlètes valides et les équipes d'athlètes handisport. Et du coup, au final, ça avançait vraiment, vraiment beaucoup plus rapidement. Tout comme les entraîneurs, pour la plupart, étaient des coachs de foot qui ont eu une formation au handicap et non l'inverse. C'était pas des personnes issues de milieux médicalisés à qui on faisait une formation en handisport. C'était vraiment des entraîneurs à proprement dit et auxquels on faisait des formations sur le handisport, sur le handicap, pardon. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça avance bien plus vite comme ça. C'est vrai que si on avait le Paris Saint-Germain, par exemple, avec l'équipe foot-fauteuil, CC-foot, foot à 5, etc., bien évidemment, le handisport se développerait beaucoup plus rapidement également. Et avec beaucoup plus de moyens, surtout. Donc je pense que c'est vraiment la finalité du développement du sport, au contraire. Question sur la Fédération française de handisport. On passe et puis on verra surtout des sujets qui vont venir. Donc je vais vous passer la parole à la Fédération française de sport adapté, à son responsable Île-de-France, Bruno Henbel, et à Alexandre Pereira, qui est au sein du CA Paris celui qui a lancé cette section de sport adapté de football, et ils vont faire une présentation un petit peu de ce que c'est que la Fédération française de sport adapté, et puis après on verra y rajouter un certain nombre de questions qui s'y greffent. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est l'occasion effectivement de parler du sport adapté. Alors, on n'est pas très loin, on est dans le 14e au niveau du siège, donc ça serait dommage de ne pas pouvoir venir et puis présenter le sport adapté. Je pense que le meilleur ambassadeur, là, je lui ai demandé, je l'ai tanné, je dis Alexandre, viens ce soir, puisque du coup, il fait partie aussi du CA Paris 14 et aussi intervient aussi au niveau de la Ligue Sport Adapté. Nous, l'idée, c'était de vous présenter aussi, alors même pour monsieur et madame tout le monde, handisport, tout le monde connaît, sport adapté, pas forcément. Donc c'est l'occasion de vous en parler aussi ce soir, faire des adeptes, dire aussi au niveau des associations comme la JAM, on a pu discuter tout à l'heure. L'idée c'est de travailler tous ensemble. L'enjeu il est aussi à travers Paris 2024. Je pense que ce sera Riyad qui reprendra là-dessus après, mais pour nous l'enjeu c'est de profiter de ce moment-là pour pouvoir développer et permettre à ce que le maximum de personnes aient accès à une pratique régulière. Et ça, je peux vous dire qu'il y a vraiment un besoin pour tous. On voit tout ce que ça peut apporter en termes éducatif, mais bien-être tout simplement, et tout simplement aussi en termes de socialisation, et c'est ce que demandent les sportifs qui relèvent du sport adapté. Je vais laisser la parole donc à Alexandre Pereira. Donc, bonjour à tous, Alexandre Pereira, je suis conseiller technique fédéral à la Ligue Sport Adapté Île-de-France, donc notamment en référence sur les formations AQSA qu'on propose aux éducateurs sportifs, notamment en milieu ordinaire, afin de les sensibiliser sur les 3 jours. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Et je suis également responsable d'une section féminine senior au CA Paris dans le 14e avec près de 150 licenciés. Et on a créé depuis maintenant 2 ans une section sport adapté, football sport adapté au CA Paris. Donc on a aujourd'hui, ça fait 2 ans, on a maintenant 25 joueurs de football,
Ils viennent, donc on travaille avec 4 ou 5 ESAT, donc de Montrouge, Plaisance, Vanves, Malakoff, une également dans le 13e. Donc voilà, aujourd'hui on a constitué 3 équipes, 2 équipes de foot à 7 qui participent au championnat de la Fédération française du sport adapté, et on a également une 3e équipe en foot à 11 en inclusion, c'est-à-dire qu'elle joue tous les dimanches contre des adversaires valides. Et donc voilà, c'est également l'objectif de sensibiliser. C'est un sacré succès, ça. Ouais, ça, Je suis très heureux de ça. C'est un sacré succès. Et l'année prochaine, on souhaite créer une 2e équipe de foot à 11 où l'on intègre à la fois des joueurs du club du CA Paris avec des joueurs en situation de handicap mental qui sont au club. Donc on veut vraiment faire une équipe mixte composée de joueurs seniors valides, éducateurs du club. Notamment, on souhaite sensibiliser au maximum les jeunes, plus des adultes en situation de handicap mental. Donc voilà un petit peu où on en est, et on va voir si on a les moyens de le faire sur le point de vue des créneaux, etc. On souhaite également créer une section pour les personnes avec une déficience intellectuelle plus sévère, et notamment des activités motrices orientées football. Donc voilà, mais déjà on se rapproche, on a repris il y a maintenant 15 jours. On s'entraîne tous les mercredis soirs, et là on se rapproche. On a eu énormément de demandes. On a près d'une trentaine de joueurs. Donc voilà. Voilà un petit peu. L'idée, c'est c'est de vous présenter un petit peu, comme le disait tout à l'heure mon président Bruno. On connaît parfaitement le handisport, donc qui développe la pratique pour les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel. On va vous présenter un petit peu. Hop. Donc la Fédération française du sport adapté. Donc, il développe et coordonne l'activité physique pour les personnes en situation de handicap mental, handicap psychique, troubles de la conduite et du comportement. Et donc, avec les symboles d'accessibilité et l'autre fédération distincte, handisport. Donc, rapidement, en termes de licenciés, donc 65 000, on a pris ça sur le... Pardon. Ça, c'était il y a 2 ans, d'accord, parce qu'on a eu 2 saisons qui étaient assez tronquées. Donc du coup, il y a 2 ans, on était à plus de 65 000 licenciés sur le point de vue national, 114 ligues et comités, plus de 1000 associations. Après, je vous laisse voir, 82 disciplines, 120 stages, et 7 disciplines de haut niveau, donc reconnues par des textes et des lois. Et il y a des stages, il y a des sélections comme en milieu ordinaire. Ils participent également à des championnats d'Europe, à des championnats de France, championnats d'Europe et championnats du monde. Donc aujourd'hui, on a 7 disciplines de haut niveau. On fonctionne comme une fédé ordinaire avec un siège, la FFSA, qui est située dans le 15e. Donc voilà, une ligue, donc Ligue Île-de-France, on est dans le 14e, et derrière, en dessous, on a des comités départementaux. Donc on a le CDSA du 75, qui est également situé dans nos locaux dans le 14e arrondissement. Et après, on a des associations affiliées et des licenciés, sportifs, éducateurs, bénévoles, dirigeants et officiels. Donc, à qui s'adresse le sport adapté? Donc, il s'adresse aux personnes, donc enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées présentant soit une déficience intellectuelle légère, déficience intellectuelle moyenne ou profonde. J'ai mis les exemples les plus parlants, donc handicap ou retard mental, T21 et autisme. S'adresse également à des personnes présentant des troubles psychiques, donc c'est tout ce qui est troubles de l'esprit, troubles de l'humeur, donc névrose, psychose, dépression, etc. Ou également des polyhandicaps, donc association de plusieurs déficiences, avec lesquelles on fait énormément d'activités motrices avec ce public. Donc c'est les 3 publics, déficience intellectuelle légère, troubles psy et polyhandicapés. Donc les objectifs de la FFSA, permettre à toute personne, quelles que soient ses capacités cognitives, socio-affectives, de s'exprimer à son niveau de pratique dans une activité physique ou une activité motrice. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment, en fonction de la déficience de la personne, c'est de proposer soit une activité physique comme en milieu ordinaire, donc la pratique du football, la pratique du basket, la pratique du handball, ou si la déficience mentale est sévère, de les orienter vers une activité motrice. Donc motrice, mais orientée vers la discipline. Souvent, on pense qu'avec une déficience intellectuelle sévère, il n'est pas capable de faire du football. Alors c'est faux. Au football, au basket, au handball, malgré une déficience intellectuelle sévère, on peut faire des activités motrices orientées sur le football. Un peu ce que fait également la JAM et ce qu'on souhaite faire, nous, la saison prochaine. Donc les missions de la Ligue. Donc mise en place des compétitions régionales. On a aujourd'hui 16 championnats régionaux en Île-de-France.
On a, comme en milieu ordinaire, on a des commissions sportives. Donc les commissions sportives, c'est constitué essentiellement de bénévoles, où l'objectif, comme en milieu ordinaire également, c'est de développer la pratique et les deux secteurs d'activité, le secteur loisirs et le secteur compétitif avec les championnats régionaux. On met également en place des formations, donc la QSA, l'attestation de qualification au sport adapté, j'y reviendrai tout à l'heure. L'année prochaine, on commence les formations IRTS avec les éduques et moniteurs spécialisés, et également des sensibilisations au sein des mairies, au sein des universités, des écoles et des clubs, également au sein des clubs. Soutien aux comités départementaux, donc à chaque département en Île-de-France. Nos actions de développement, donc prestations d'établissements médico-sociaux, organisation de journées découvertes sport adapté en collaboration avec les clubs. Alors ce qu'on essaye de faire également dans la région, en collaboration avec les clubs, c'est d'organiser des journées promotionnelles, des journées découvertes sport adapté. C'est-à-dire qu'un club, par exemple le CA Paris, va faire une journée découverte football et va contacter plusieurs établissements qui sont autour. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les journées découvertes. Une question. Oui. Quelle est la part que vous avez, donc, parce que vous travaillez avec des établissements médico-sociaux, comme vous venez de l'expliquer, mais il y a aussi des gens qui peuvent venir à titre individuel. On a, et je note avec intérêt que c'est pas seulement déficient intellectuel, c'est aussi psychique. Et malheureusement, l'évolution des temps, les personnes qui sont avec des handicaps psychiques sont de plus en plus nombreuses et ont besoin d'être soutenues. Et donc, quelle est la forme d'intervention qui peut être la vôtre pour le pratiquant individuel par rapport à ce qui est fait à travers les établissements médico-sociaux? Alors, notamment l'orientation vers un club qui lui convienne et sur lequel il se sentira où il se sentira le mieux, tout simplement, notamment par rapport à la maladie psychique où la perte de confiance est souvent là par rapport à cette pathologie. Voilà, on est là pour répondre à tous les besoins. Et d'accompagner les sportifs au mieux. Et c'est vrai que du coup, la mise en place de formation permet un meilleur accueil. Alors, vous avez raison de le souligner sur la maladie psychique, c'est aussi quelque chose surtout dans les temps qui courent aujourd'hui, où les hôpitaux psychiatriques se remplissent du fait du contexte anxiogène qu'on peut avoir au quotidien, où tout à chacun, on n'est pas à l'abri de décompenser et tomber dans la maladie psychique, on ne le souhaite à personne, mais en tout cas, le but c'est d'accompagner tous les publics et que personne soit sur la touche et qu'on puisse faire en sorte que chacun s'y retrouve et y prenne du plaisir. Juste en tout cas, notre public s'y retrouve bien, même les personnes porteuses de maladies psychiques, c'est pris en compte totalement au niveau de la fédération, puisqu'on a un secteur par rapport à ça, même au niveau national. Je repense encore, je pense qu'il y a une vidéo qui doit traîner aussi sur les réseaux, parce qu'on avait un sportif qui s'était exprimé du fait aussi du contexte du sport adapté ou de la bienveillance qu'il peut y avoir autour de ça. Voilà, il y a aussi ce côté social qui est là et qui est important et qui est rassurant aussi pour ce public. À travers ça, c'est que moi, par exemple, je préside un club de tennis. Nous avons des personnes qui sont déficients intellectuels, qui viennent et qui sont parfois très 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 bons, je peux vous dire, mais qui de temps en temps, par exemple, vont avoir une obsession de la victoire qui est parfois plus forte qu'une personne qui ne l'est pas, et on essaye de gérer ça au mieux et des intérêts de chacun, parce que c'est très stimulant, c'est très important, mais quelque part, on ne sait pas très bien parfois comment trouver la vraie réponse. Et donc, est-ce qu'on peut trouver chez vous ce type de réponse? Non pas pour avoir une équipe comme c'est aussi à Paris ou ailleurs, où on a une équipe qui est vraiment spécialisée avec des personnes qui se retrouvent entre elles, mais comment on fait? Voilà. Est-ce que vous avez des conseils à exprimer? Attention que là, on est dans des clubs qui ont la délégation. Et donc, normalement, les clubs, les sports qui ont la délégation, ils doivent s'occuper de l'accueil des personnes en situation de handicap moteur et mental de A à Z. Donc après, nous, c'est en train de basculer un peu ce paradigme au niveau, voilà. La délégation a créé des choses très très bonnes et a créé des choses pas très bonnes. Mais donc, normalement, pour répondre à ta question, c'est à ces sports-là de s'en occuper, de former leurs entraîneurs, de former. Et donc, même si nous, on intervient quand même, puisqu'on a quand même des clubs de tennis, sport adapté et handisport, mais normalement, c'est plus à nous. Dans le tennis, il y a le handisport, on a parlé des handi-tennis, on a parlé tout à l'heure avant que tu arrives. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils gagnent en finale, ils n'ont pas gagné en finale, mais ils ont failli. Et moi, j'y crois. Ils ont été en finale, et puis en demi-finale du simple, après avoir gagné 2 fois Roland-Garros. On oublie ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la Fédération française de tennis
a décidé de se lancer un peu sur le sujet du handisport et elle le fait, elle se lance un peu moins sur les autres sujets. Et donc, intégrer des personnes qui ont d'autres formes de handicap et qui sont de très bons pratiquants, franchement, je vous assure que moi je prends ma roustée, il n'y a pas de problème. Et donc on a besoin d'être soutenu. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et ces fédérations, je n'ai pas dit qu'elles ne faisaient pas des choses sous cet angle-là, mais peut-être peut-on aller plus loin si on sait comment on peut les aider ou comment on peut les stimuler. Parce que dans la vie, c'est souvent comme ça que ça marche. Peut-être, si je puis me permettre, la bonne idée, enfin, ou une suggestion, pardon, ça serait de former un membre du club qui serait peut-être un petit peu plus sensibilisé à comment réagir en cas de frustration et comment... Parce qu'à la fois, c'est très très bien que ces athlètes-là soient en intégration, mais il faudrait pas non plus les frustrer et faire que, au final, ils trouvent pas leur place. Donc peut-être qu'il y ait une personne dédiée à eux pour qu'ils aient un contexte et que ça soit cadré, parce que la plupart d'entre eux ont justement besoin de repères et que les choses soient carrées. Peut-être que déjà, s'il y avait un référent pour eux, ça pourrait peut-être les mettre en confiance ou je ne sais. Et puis ils peuvent participer aussi également aux rencontres de tennis du sport adapté, puisqu'il y a un championnat de France de sport adapté, de tennis para-adapté. Et je pense qu'ils pourraient s'y retrouver, notamment sur les rencontres sportives, avec une adaptation au niveau des règles qui leur permet de prendre du plaisir. C'est vrai, mais je me permets de dire quand même que je me souviens, il n'y a pas très longtemps, on avait fait des matchs de volley avec la Fédération française des sourds. Et on m'avait demandé si je voulais dire 2 mots en tant que président de l'OMS. Je l'ai fait. Et d'abord, j'ai trouvé que c'était remarquable, il y avait de très grands talents. Mais j'ai entendu aussi des personnes qui ont dit, mais on est bien, mais quelque part, on voudrait bien se confronter à d'autres personnes qui ne soient pas uniquement des personnes qui aient le même handicap que nous. Et elles m'ont demandé, et on a réussi à leur trouver 4 places au VB14, là qui à l'époque c'était Féminin Sport, et elles étaient super heureuses. Alors maintenant, elles n'y sont plus, elles ont trouvé d'autres choses. Et ce que je veux dire, c'est que si on fait ça, on avance. Voilà, c'est ma seule question. Mais j'entends, Après, il y a différents cas de figure. L'idée, c'est que chacun s'y retrouve et qu'il y prenne du plaisir. Comme tout à chacun, on peut vivre la passion du sport. Et justement, l'idée, c'est de baliser le parcours pour chacun. En tout cas, on est dans cette dynamique-là et permettre à ce que, comme tout le monde, chacun puisse prendre du plaisir, aussi bien compétitif que non compétitif d'ailleurs. Et juste pour rebondir là-dessus, par rapport à la pratique inclusive, nous on est bien sûr pour, à partir du moment, donc, pour que le sportif pratique en milieu ordinaire, mais uniquement à partir du moment où la séance et l'activité est adaptée à lui. Si, à partir du moment où la séance et l'activité n'est pas adaptée au sportif lors de la pratique ordinaire, c'est pour ça qu'on se conseille de créer une section sport adapté derrière. Nous, on est vraiment dans l'adaptation et répondre aux besoins du sportif. Encore une fois, on souhaiterait tous les inclure à la pratique ordinaire, uniquement si c'est adapté aux besoins du sportif. Voilà, c'est ça. On va éviter tout ce genre. Ouais. Oui, bonsoir à tous et merci de votre présence et de votre engagement, particulièrement. Merci Jean-François pour ton engagement. Alors, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quand même un manque. Alors, il y a énormément de bonne volonté, mais je pense qu'il y a quand même derrière un manque de moyens. On arrive là vers 2024, où 2024 va être, je dirais pour Paris, puisque c'est Paris qui est la ville organisatrice, va être un élément déclencheur de bonne volonté et surtout de personnes qui vont réfléchir à se rapprocher du sport et du handisport. Et tu vois, pour revenir sur le tennis là dont on parlait, la demi-finale et la finale à Roland-Garros, je pense que là aussi il y a une petite injustice, c'est-à-dire que moi je les ai regardés jouer et j'ai trouvé que en fait dans les commentaires sportifs il était dit il y a plus de Français en lice. Et moi, j'ai trouvé que c'était très réducteur et pas du tout inclusif. Et je trouvais que c'était les mettre à côté. Et j'ai trouvé ça assez violent. Mais bon, ça, c'est une réflexion. Et je pense qu'il faut qu'on travaille justement sur l'inclusion. Je pense que le plus possible, on ira vers l'inclusion en essayant d'y trouver des moyens. Et je pense que ça, c'est le bon moment, puisqu'on est parti vers 2024 pour essayer de trouver des moyens pour aller de plus en plus aider les clubs
et les fédérations. Voilà, je vous remercie et puis je vous quitterai après parce que... Ajouter à ce que tu viens de dire que quelque part, alors Riyad a dû s'absenter quelques secondes parce que c'est un sujet qui le concerne un peu. C'est-à-dire qu'on a des sports qui sont créés un peu pour des personnes qui ont des contraintes particulières et on a des sports qui sont créés pour tous et qui permettent plus facilement d'avoir une certaine forme de brassage. Mais je disais tout à l'heure en préambule que ce n'est pas des sous-sports, c'est des sports différents. Et ce sont des sports qui permettent à certaines personnes d'utiliser leurs compétences autrement. Et je crois que c'est fondamentalement, on a un problème de moyens vis-à-vis de ça, tu as tout à fait raison. Et on a un problème de langage, parce qu'on n'utilise pas nécessairement le bon langage, et je pense qu'on n'est pas dans un rôle protecteur, on est dans un rôle où chacun devrait avoir les mêmes droits, même si, quelque part, il faut s'adapter à des contraintes qui sont forcément différentes. Et on n'est pas nécessairement exactement sur cette piste-là. Dans notre pays, nous avons certainement beaucoup à évoluer sous cet angle. Des handicapés pendant les séances, par exemple au foot. Didier est venu 2-3 fois les voir quand on s'entraîne, mais c'est le moment de leur semaine, quoi. Je veux dire, ils sont super contents. La semaine dernière, Vincent, les diffusions visuelles, t'as vu quand il courait, là, le petit jeune, il était sourire jusque-là, quoi. Alors que quand on voit maintenant les non-handicapés, bah, ils font du sport comme ça, alors qu'eux, vraiment, ça leur fait plaisir. Ça, c'est important, ça. Le regard qu'ils ont après, ils sont super contents, quoi. Et ça, c'est important, je trouve. Voilà. Et voilà. Je voulais finir là-dessus, mais je m'en vais. Merci. Merci. On continue sur la Fédération de sport adapté. Merci beaucoup. Peut-être ? Vous n'avez pas fini ? Non, je continue rapidement par rapport au secteur que la Fédé propose. Donc simplement, on était sur les activités motrices, donc qui s'adressent aux déficients intellectuels sévères. On propose aussi, et ce qui peut être intéressant en collaboration avec les clubs, des journées découvertes. Notre objectif, il est aussi de rendre un maximum la pratique régulière pour ce public-là qui en a besoin en établissement. Donc c'est l'objectif des journées découvertes, c'est de proposer, de faire une journée découverte sur une discipline sportive pour derrière l'orienter vers un club et pour rendre ensuite cette pratique régulière à durée d'1 fois par semaine au moins. Je continue sur la compétition rapidement. On a également, donc en termes sur le plan sport international, on a le retour aux Jeux paralympiques avec 3 disciplines, tennis de table, l'athlétisme et la natation. Voilà. Et on a également, la saison prochaine, on accueille le championnat du monde de football, donc en Ile-de-France, dans 6 villes en Ile-de-France. Donc on va accueillir énormément de sélections nationales, qui va être un événement qui aura... Alors ça aura lieu où ? Donc c'est les civils du championnat du monde de football. Donc 93, Drancy, Villepinte, Sarcelles, Meaux et Torcy. Donc voilà, on va accueillir environ combien de sélections ? Une dizaine de délégations. Près de 10 délégations. Donc ça, ce sera la saison prochaine, au mois de juin prochain, le championnat du monde de foot à 11. Et enfin, je termine avec un exemple de pratique inclusive en club. Alors, on parlait tout à l'heure d'inclure une personne en situation de handicap en milieu ordinaire, si c'est possible, d'accord, à partir du moment où les séances et les entraînements sont adaptés pour le sportif. L'autre moyen, c'est de créer directement une section sport adaptée dans un club. Et enfin, il y a également la possibilité de signer une convention avec un établissement pour pouvoir rentrer dans un temps d'activité de l'établissement. Et enfin, les formations, donc je le disais tout à l'heure, donc on propose la formation, l'attestation de qualification au sport adapté, donc qui s'adresse aux bénévoles de club, aux éducateurs sportifs en milieu ordinaire, éducateurs sportifs en club, jeunes étudiants STAPS. Donc c'est une formation qui favorise l'acquisition de compétences pour intervenir auprès des personnes déficientes intellectuelles. Et l'objectif, c'est ensuite insérer ce public-là en milieu sport adapté, avec derrière une création de section sport adapté, un développement. Donc c'est sur 3 modules, à chaque vacances scolaires, sur les 3 premiers jours des vacances scolaires. Donc voilà, ça s'adresse aux éducateurs sportifs, bénévoles, dirigeants de clubs, et on peut également se déplacer. Donc c'est une formation, une sensibilisation pour ces sportifs-là. Donc on a beaucoup d'éducateurs sportifs qui sont aujourd'hui en club, mais qui ont une équipe sport adaptée ou handisport, mais qui ne sont pas encore formés. Donc ça permet de voir un petit peu l'adaptation des séances, la connaissance du public, la pédagogie à adopter avec ce public-là, etc. Et la connaissance aussi des déficiences.
Donc voilà un petit peu, on a fait le tour. Ok. Alexandre, merci beaucoup, merci à vous. On va passer maintenant à Riyad Salem. Alors Riyad Salem, j'allais dire, il a été un peu partout, dans le fond, finalement. Il a été d'ailleurs président Île-de-France également de la Fédération de sport adapté, notamment. Il a créé CAPSA, qui est à la fois dans le sport et la culture un monstre, et qui fait... moi, je suis allé voir un jour, il m'a dit je veux bien venir pour le forum du MPH 14, mais il faut que tu viennes me voir pour le rugby fauteuil. Alors, je suis allé, et j'étais super impressionné. Il m'a dit, mais t'en as pensé quoi? J'ai dit, moi, je trouve que ces garçons, ils ont des contre-pieds qui sont absolument extraordinaires. Il m'a dit, oui, surtout quand ils n'ont pas de pieds. Voilà, ça c'est Riyad Salem. Et c'est-à-dire que quelque part, si on n'est pas super décontracté avec ces sujets-là, et si on ne sait pas les vivre pour promouvoir ce qu'on est là pour représenter, pour le faire vivre, on n'y arrive pas. Donc, je vais lui passer la parole. Je vous ai dit tout à l'heure que, en dehors de CAPSA, enfin, il a plein de sujets. On pourrait prendre tout son curriculum vitae, mais il a maintenant été récemment nommé au conseil d'administration de Paris 2024 au titre de la société civile. Et je trouve que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quelque part, c'est une personne comme les autres qui représente la société civile et qui permet quand même qu'on sache vivre cet aspect-là qui pour moi est extrêmement fondamental. Voilà, je te passe la parole, mon cher Riyad, à toi. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez ou pas? Est-ce qu'il est coupé? Il est coupé. C'est bon? Et là, vous m'entendez? Oui, ça marche très bien. Merci François pour cette introduction et cette invitation pour cette semaine. Non, c'est le mois, c'est ça, extraordinaire du handicap de la ville de Paris. Moi, je suis ravi d'être présent à vos côtés et d'entendre aussi ce que a expliqué la Fédération Handisport et le sport adapté. C'est vraiment assez impressionnant de voir le travail qui est fait sur le terrain, les accords qui sont passés aussi voilà, avec des institutions, la MDPH, il y a quelques années, c'était très compliqué de porter le sport dans ce pays, le sport handicap. Déjà, le sport tout court, c'est pas facile, parce qu'on est quand même un pays plus axé sur la culture que sur le sport. Le monde du sport a une image qui est pas forcément associée à ce beau pays, même si on a énormément de sportifs, et que quand on gagne, tous les Français sont ravis d'avoir quelqu'un qui fasse sonner la Marseillaise un petit peu partout dans le monde. Donc oui, merci, parce que je sais que ce sujet-là, au-delà aujourd'hui de ta présidence de l'OMS 14, tu as toujours été investi aussi dans le milieu de handicap. On a été ensemble à Vivre FM en tant qu'administrateur, et tes prises de parole ont toujours été assez pertinentes pour évidemment changer le regard et les mentalités sur le sujet. Et donc je te retrouve bien là en portant ce sujet du sport handicap dans le 14e. Alors faut savoir qu'on vient de loin dans le milieu du handicap. Aujourd'hui, il y a des chamboulements dans le sport handicap, avec le comité paralympique. Vincent on en a parlé tout à l'heure, avec les délégations dans les fédérations traditionnelles classiques. Donc on ne sait pas encore, parce que ça fait à peine qu'une Olympiade pour certaines d'entre elles, qu'elles portent cette thématique du handicap. Alors pour certaines fédérations, ça se passe plus ou moins bien, d'autres c'est pas encore le cas. Donc je pense qu'il y a une passerelle à faire avant de passer directement dans le monde traditionnel, parce qu'on parle évidemment toujours de cette inclusion à sens unique qui est du monde du handicap vers le milieu ordinaire. J'avoue que nous, avec l'association CAPSA, depuis le début, on a fait le choix de faire l'inverse, d'intégrer les personnes ordinaires dans le milieu extraordinaire des personnes handicapées. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir les deux. Je pense que ça serait plutôt, ça c'est notre philosophie, de se dire, voilà, de mettre des personnes en fauteuil qui n'ont pas de handicap, ça nous permet de quand même jouer ensemble. Après, je pense réellement que le monde est en train de changer, qu'on a de la concurrence aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. On était quand même un public passif et on était dans des établissements spécialisés pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, on a le numérique, cette histoire d'inclusion où on a beaucoup d'enfants maintenant qui sont dans les écoles ordinaires. Ce n'est pas une critique, c'est juste une remarque qui fait que beaucoup de ces enfants aussi, malheureusement, je sais que
depuis plusieurs années, à l'époque de Monsieur Auberger, il se battait aussi pour que le médecin arrête de faire des dispenses de sport avec pour les enfants handicapés. Je ne sais pas si cette partie-là a évolué, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Après, on a des bonnes nouvelles. On a quand même des grands rendez-vous internationaux où le monde va porter son regard sur la France. La France qui a toujours souvent été à l'initiative de faire renaître de ses cendres des beaux projets et qui des fois, un petit peu comme les cordonniers, ce sont les plus mal chaussés. Donc on lance des choses universelles et on a du mal des fois à assumer les grands projets universels qu'on porte. Et c'est vrai que sur le sport handicap, il y a un vrai sujet. Que ça soit sur l'accessibilité, que ça soit sur la formation, que ça soit sur les médias. On en parlait tout à l'heure, hein, tu parlais de Roland Garros. C'est quand même dingue qu'en 2021, une équipe de France soit en finale de Roland Garros et qu'il n'y ait aucun média qui diffuse en direct. Donc voilà, il y a un questionnement. Est-ce qu'on est capable d'assumer cette volonté de porter le sport, de porter la différence, le sujet du handicap au plus haut niveau? Parce que c'est bien de faire des effets d'annonce, de dire que aujourd'hui on a des grands champions, des grandes championnes, mais qui des fois, pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, sont obligés de batailler un peu dans l'ombre, à qui on ne donne pas forcément les moyens. Donc il faudrait quand même se poser la question d'assumer pleinement cette volonté, que ce soit politique et philosophique. Parce que les médias, en réalité, ils pourraient parler de Roland Garros, surtout aujourd'hui avec les moyens qu'ils ont. Ils ont aujourd'hui des chaînes Internet, donc ça ne coûte pas grand-chose de mettre un GRI pour filmer cette finale de Roland Garros. Et j'espère que Paris 2024 va permettre cette opportunité de faire évoluer les mentalités. Parce qu'on le voit, évidemment, entre le sport de haut niveau, le sport santé, le sport loisir, le sport bien-être, ce sont des intentions et des objectifs différents pour chacun et chacune des licenciés qui s'embarquent dans l'aventure, mais ça reste du sport. Et c'est là où il faut qu'on puisse avoir cette capacité d'offrir un panel de choix, de pas d'imposer la culture d'un club à un licencié, mais comment on accompagne ces clubs aussi pour avoir une diversité de choix. De mixité aussi. Tu le disais tout à l'heure, j'ai été président du sport adapté pendant 2 mandats. Et c'est vrai que j'ai découvert un univers dans le sport adapté qui m'a bluffé. Vraiment qui m'a bluffé parce que on a beau être sous la coupelle du handicap, mais c'est vrai que les besoins dans le handicap n'ont rien à voir avec les uns et avec les autres. Et donc c'est important peut-être de faire de la pédagogie pour ne pas à chaque fois peut-être identifier le monde du sport handicap qu'à quelques champions. Alors je fais partie moi de cette catégorie, j'ai la chance de faire partie de cette catégorie et d'essayer de renvoyer l'ascenseur à ceux qui ne seront jamais des champions paralympiques ou des champions tout court. Mais c'est pas évident. Donc il faut aussi faire en sorte que le curseur du mouvement sportif handicap soit pas par rapport à ceux qui ont un potentiel de médaille, mais ceux qui ont un potentiel d'être des champions de leur quotidien face à leur maladie, face à leur handicap, et qui puissent juste avoir tous les jours l'envie de vivre une passion et de sourire. Et ça, je pense que pour moi, c'est ce qui fera émerger d'autres futurs champions médaillables, mais qu'on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc c'est important, ce que tu fais aujourd'hui, de pouvoir peut-être donner envie à des clubs ordinaires ou d'autres personnes handicapées ou de s'investir dans le sport handicap, parce qu'on est quand même, malgré tout, en déficit d'associations, puisqu'on doit des fois traverser l'Île-de-France. Nous, on a un sportif, Vincent l'a dit tout à l'heure, sur le rugby fauteuil, on est un des seuls clubs de rugby, mais le club le plus proche, c'est Lille. Donc on a quelqu'un de Château-Thierry qui fait 100 km tous les jours, du moins 2 fois par semaine, 100 km aller, 100 km retour, pour venir s'entraîner. Et
même si nous, c'est extraordinaire parce que c'est un des meilleurs joueurs aujourd'hui, Cédric Nankin, un des meilleurs joueurs au monde de rugby fauteuil, on est très fiers de ça, mais je pense qu'on aurait pu essayer de trouver d'autres clubs de rugby ordinaire qui auraient pu monter une section pour éviter que... voilà, donc c'est pour ça que le sport handicap, il ne faut pas l'associer qu'au monde du handicap, il faut que tout le monde se sente concerné, parce que personne n'est à l'abri demain d'avoir un enfant, d'avoir une personne qui est malade et qui a envie de faire du sport et qui serait découragé de vivre sa passion parce qu'il faudrait faire 2 heures de route pour pouvoir pratiquer quelques heures dans la semaine. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire qu'on a des gens qui s'investissent, des bénévoles qui dirigent les clubs. Je fais un petit mot un petit peu... un spécial dédicace à tous ces bénévoles qui sont aussi à la tête de ces associations, de ces fédérations, de ces ligues. C'est vrai qu'on parle des sportifs, mais c'est tout un écosystème. Et ça aussi, il faut trouver un moyen de valoriser. Je sais qu'à l'époque, Monsieur Lamour avait essayé, alors je fais pas de politique quand je dis ça, il est plus dans la politique, donc je peux me permettre. Monsieur Lamour avait aussi essayé de faire en sorte que ces bénévoles puissent gagner des points retraite, parce que l'implication qu'ils mettaient dans les associations, l'abnégation qu'ils avaient, n'était pas reconnue. Et donc je pense qu'il faut qu'on questionne aussi le statut du bénévole dans toutes les associations, mais spécifiquement aussi sur le sport. Parce que c'est quand même un investissement pour notre jeunesse, pour les gens qui ont des difficultés, et parce que socialement, le sport est un ciment d'un pays. On voit, dès que là on va organiser l'Euro, on a déjà des gens qui ont pris leur RTT pour regarder des matchs le soir. Non mais c'est quand même... Donc il faut pas qu'on soit déconnecté du peuple, de ses envies, de ses passions, de ça, et il faut qu'on arrive à organiser aussi notre pays autour de ça. J'espère que Paris 2024 et avant la Coupe du Monde de rugby va pouvoir, entre guillemets, enclencher cette dynamique de prendre en considération, parce que là ça va être à la maison, ça sera pas chez les voisins, et j'espère que vraiment que ça soit tous les acteurs politiques, économiques, médiatiques et autres, j'en oublie certains, puissent regarder le sport autrement que comme quelque chose où on se défoule ou un truc très sympathique. Quand je vois moi ce qui se passe dans d'autres pays, moi j'ai des jeunes qu'on a formés aujourd'hui qui touchent 5-7 000 euros dans des pays étrangers. Donc aussi penser au modèle économique du mouvement sportif, puisque maintenant on ne pense plus que par le biais de l'économie. Donc voilà, c'est aussi un investissement pour notre jeunesse, pour notre futur. Donc voilà, je pense que ce type de réunion, elle est fondamentale, et que on a des gens de qualité autour de cette table qui portent un message fort, et qu'il faudrait qu'il soit relayé au-delà du 14e arrondissement, même si ça peut être la rampe de lancement de cette intention du sport handicap. Donc merci à toi. Merci à toi, merci à vous tous. Je pense que vous avez tous témoigné de ce que vous faites dans ce domaine. Je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que quand on s'investit, on fait avancer les choses. Donc, tu veux dire un mot? Oui, je veux partager avec vous une émotion que j'ai eue hier. Bon, on a signé avec l'HPHP une convention, donc ça c'est une chose. Mais aussi, il y a un jeune de Chaptal, le lycée où est ma fille, champion de trampoline, il est tombé, il est tétraplégique. Visiblement, c'est très très haut son atteinte, puisqu'il a juste les pointes. Et le projet, c'est de le rencontrer. On l'a rencontré et on va lui faire pratiquer le handisport. Il s'est joué au tennis de table, donc derrière, on bâtit un projet. Donc je crois que les fédérations, on est aussi là, au cas par cas, pour travailler sur ce genre de choses, et qui sont, quand je dis travailler avec un grand T, c'est un grand bonheur, mais c'est... Et je crois que là, Riyad vient de parler du bénévole, mais moi, c'est ce qui me fait... ça m'a donné de l'énergie jusqu'à 2024. Après, je ne sais pas, parce que je commence à être un peu âgé, mais disons... Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas à nous solliciter pour ce genre de choses. On est aussi là pour créer des grandes structures. J'ai adoré l'histoire de l'équipe de foot. Félicitations. Mais on est aussi là pour s'occuper des individus, un par un. Riyad, il a parlé de cette personne, de Cédric, qui vient de très loin. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est vraiment là pour ça aussi. Merci. Franchement, je pense que on a traité de beaucoup de sujets. Et on va s'arrêter là parce que c'est à peu près l'heure quand même.
Merci à vous. Est-ce que tu m'autorises à t'offrir le dernier ouvrage? Ah, oui, Parce que comme tu disais que CAPSA fait pas que du sport, donc voilà. Super gentil. Prothèse, donc c'est l'histoire de la prothèse à travers les âges et les civilisations. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même des grands champions et des grandes championnes qui sont dans cet ouvrage. Merci, c'est très très gentil à toi. C'est gentil aussi à Valérie Delattre. Vous avez fait un superbe ouvrage, j'en ai entendu parler. Mais maintenant je vais le lire. Merci à vous, merci à tous. Et à bientôt.